Yaoundé, la plus que centenaire, ravale ses rides. La vieille dame prétend se faire belle pour accueillir un rassemblement de taille. Une cinquantaine de chefs d'État, autant de rangées d'accompagnateurs de toute qualité et probablement 4 à 5 fois plus de journalistes. Tout ce monde qui va bientôt affluer pour le 21e sommet Afrique-France prendra aussi place au flanc de Yaoundé pour admirer ses célèbres collines. Yaoundé, Rome africaine, ville de légende, ouvre ainsi une autre page d'une histoire déjà bien volumineuse. Histoire nourrie d'épopées indigènes, d'équipées coloniales et de bonnes fables africaines. Nous n'avons pas trouvé meilleur historien de Yaoundé qu'un philosophe. Personnage original, le professeur Jean-Baptiste Obama nous a attirés par sa capacité à restituer les grandes séquences de Yaoundé avec un maximum de fidélité et de vie. Les 75 ans étonnamment alertes, ce chercheur autoproclamé philosophe africain a le charme de son pittoresque, mais surtout cet intarissable fagonde qui témoigne à la fois d'une culture encyclopédique, d'une intelligence hors du commun et d'une mémoire d'ordinateur. Qu'il séduise ou agace, qu'il impressionne ou laisse indifférent, le professeur Obama est en tout cas une manière de puits de connaissances. Si nul n'est prophète chez soi, alors ce philosophe est un savant oublié. Il est vrai que chez cet homme, l'expression des apparences trompeuses peut difficilement s'appliquer avec plus de pertinence. Nous l'avons côtoyé pendant une semaine, le traquant littéralement dans toutes ses postures, enregistrant tout ce qu'il disait partout où nous allions. Et nous sommes allés jusqu'à son village, Ebangongon, à une trentaine de kilomètres de Yaoundé. Voyage pèlerinage, vous allez le voir, au cœur d'une vie de fils de secrétaire à la célèbre chefferie Charlatan Nansama d'abord. Celle du sous-diacre recalé à l'antichambre de l'ordination ensuite, et pour finir, celle d'un autre sacerdoce consacré aux traditions, à la culture et à l'art africain. Voyage introductif aussi, vous allez vous en rendre compte, dans l'histoire de Yaoundé, ville enclos Ongola à l'origine, progressivement ouverte aux familles aussi nombreuses que les grands d'Arachide, Yewondo, pour devenir la capitale énorme d'aujourd'hui. Suivons le guide dans le dédale de l'histoire afin que le remue-ménage actuel n'ensevelisse pas les vestiges du passé. Attention à cette vallée. Je sais que je t'ai marqué que cette vallée qui va jusqu'au Sépère, c'est la vallée qui va jusqu'à la Sandaga. Il y a un fleuve sur le sol. Oui. Alors, les Français avaient donc fait un très grand projet là qu'on nous cache toujours. À partir de cette vallée que tu vois. Il n'a jamais été réalisé. Non, mais est-ce que les Français voulaient vous faire des choses sans eux? Ah, ils voulaient être là eux-mêmes. N'oubliez pas que le Cameroun, c'est le Cameroun. Et comme on était toujours un peu, jamais tout à fait colonie, ils n'osaient pas engager des frais jusqu'au bout. Quand on a vécu, le petit laps de temps que j'ai vécu là, c'est-à-dire de 1925 à 2000, 76 ans bientôt, mais c'était un développement extraordinaire. Alors les gens qui disent que rien ne progresse n'ont rien compris parce qu'ils ne savent pas. Est-ce que vous ne regrettez pas qu'on n'ait pas conservé un peu le vieux Yaoundé dans l'état où il aurait été un site touristique? Non, ça ce serait la méthode des Blancs. Ils veulent la nostalgie. Est-ce qu'on peut rester en 2000 comme en 1900? Ça c'est le regret de la butte de Tolérette. Ils regrettent ça,
qu'on ait coupé les manguiers, Yaoundé serait la plus belle ville de toute l'Afrique. Oh, mais peut-être pas les manguiers, mais on aurait pu laisser la poste dans son état des années 30. Non, pas seulement, ça lui regrette tout parce que l'ensemble était magnifique. Il trouve qu'on a tout gaspillé. Moi, j'ai trouvé une formule, tout simplement, que Yaoundé a été bâti depuis sous les Français, avec un urbanisme sans conscience historique. Ça dit tout. Ni conscience culturelle. N'en parlons même pas. Même pas de conscience historique. Ils ne savaient même pas ce qu'il abîmait. Ne parlons même pas de culture, c'est pourquoi j'ai mis la culture de côté. Si l'on veut visiter le vieux Yaoundé, le Yaoundé authentique, quels sont les sites que vous conseillez? Ifoulane, Volier, Siméon, Mélène, et puis Ngouaïkele. Et là, on revient au cœur, là, l'ancien machin présidentiel, l'ancien palais présidentiel. Tu descends sur les Cosa, au Capitole, jusqu'à l'hôpital central. Toute cette zone-là, c'est le vieux Yaoundé, jusqu'à la vallée de la mort. Alors voilà mon grand cousin, c'est avec eux qu'on a toujours vécu ici 30 ans. Et le musée là derrière, caché là derrière. C'est comme ça qu'on s'embrasse sans se donner du sida en Afrique. Regardez bien, et non pas un. Expliquez-moi, vous êtes né à côté du monument de la réunification? Mon père était fonctionnaire à ce moment-là du gouvernement, Mais ma mère est née ici. Oui. Ma mère était la fille née de Bamongola. Ah, d'accord. Et c'est pourquoi j'ai grandi chez ma grand-mère ici. Cette route, vous pouvez nous la présenter, professeur? Eh bien, cette route, puisque nous nous trouvons là à Hala 2, chez le chef, le troisième maire, Nambele Mbazoa. C'est-à-dire le père de l'actuel ministre chargé de mission. Voilà, qui est son dernier né. Eh bien, cet endroit s'appelle Hala 2. On vient de quitter Hala 1, où se trouvait le chef Obamongola. Après Obamongola, il y avait un Sam. Après un Sam, on tombait sur un Volier et le camp à Temengo. Et c'est de là que partait le fil de télégraphe qui parcourait toute cette zone, dont un Sam, à Halle 1, à Halle 2, où nous sommes. C'était les premières communications interurbaines. Au temps de Hans Dominique, à partir de 1894-96. Si on revient à Yaoundé, quelles sont les 7 collines qui ont donné leur nom à la ville? Alors là, il n'y a plus que 7 collines. Il n'y a plus que 7 collines. Mais il faut seulement savoir, pour résumer tout ce que vous venez de dire, qu'entre l'Union et la Sanara, il y avait liaison. Mais le fil de télégraphe s'arrêtait à Yaoundé, mais on continuait de l'autre côté jusqu'à la Sanaga, au sud de Nartigal. Voilà, l'Union et Sanaga. Alors, quand vous reveniez de là, vous étiez frappé que Yaoundé était un immense cirque de montagne, avec Elumden et Zoriye, vers l'ouest, vers Douala. Ensuite, au fur et à mesure que vous rapprochez de la ville, vous aviez Mbankolo, ensuite Montfébé, ensuite tous les petits monts là et les élévations, comme un Kondongo, un Volier, plateau à Temengo, qui sont presque tous à hauteur de 700 mètres d'altitude. C'est en cela que le Yaoundé est comparable à Rome? Mais c'est comme ça qu'on a voulu, avec beaucoup de prétentions légitimes, se faire aussi à cette colline, mais on n'a plus que cette colline. Là, c'est le cimetière. Ici, c'est la vieille maison du professeur. Ici, c'est l'éruption du Mont Cameroun en 1909. Ce mont qui est repeint comme ça. Moi, je fais des peintures historiques exprès parce que ça porte, ça donne. Vous voyez bien les vagues là, les laves. Les laves. Et là-bas, vous avez quelques-uns de vos documents. Mais tout ça, ça c'est dans tous ces armoires, il y a les livres que j'utilise régulièrement. Là, c'est la bibliothèque.
La bibliothèque qui est venue pêle-mêle d'un sang après la catastrophe, ça commence là, littérature, droit, regarde partout. Littérature, droit, théologie. Et vous vous retrouvez dans tous ces documents. Mais comment, pourquoi pas? Maintenant, il faut remettre de l'ordre. Alors, au fur et à mesure que j'emploie, je mets dans les armes proches. Mais les autres... Vous ne craignez pas de les perdre dans la langue? Les étudiants viennent tout le temps, mais on doit remettre de l'ordre. C'est venu de la catastrophe d'un sang. Là, oui, c'est tout au secrétariat. Alors, il fallait mettre ça quelque part en attendant. On les met là, il faut classer maintenant tout. Et cette maison, vous l'avez construite quand? Non, ça c'est mon père qui l'a construite en 1933. J'avais 7 ans. Vous-même, vous ne vous êtes jamais préoccupé de construire une maison? Mais pourquoi construire? Je suis l'héritier, non? Je répare plutôt. Dites-moi, quand on vous rencontre, ce qui frappe à première vue, c'est votre tenue. Vous vous êtes toujours habillé comme ça? Alors là, ça c'est très intelligent ce que vous demandez. Regardez comment je suis habillé, très très bien, aujourd'hui apparemment. Hier j'étais en Gandoura, mais vous avez un chapeau qui rappelle qu'on est africain. Ça a été tissé chez nous. La cravate est occidentale, avec le reste. Et le manteau reste quand même un symbole de la philosophie des philosophes. Les philosophes avaient toujours un manteau. Jusqu'à ce que je trouve une autre formule, je garde le manteau des philosophes. Voilà. Alors, ce manteau, vous l'avez toujours, hein, qu'il pleuve ou qu'il fasse chaud? Parce que... C'est pourquoi? Comme j'avais répondu à quelqu'un qui croyait que j'étais parti à Score avec un parapluie, je dis non, j'étais parti avec mon manteau. En disant que s'il ne pleut pas dehors, il pleut dans mon cœur. Ah bon, pourquoi? Vous avez toujours des soucis? C'est pas dans ce sens? J'ai un très très grand souci. Quand il ne pleut pas dehors, il pleut dans mon cœur, par exemple. Notre chère République du Cameroun, elle est magnifique. Il y a beaucoup d'efforts de fait. Mais il y a un problème crucial qu'il faut absolument résoudre. Les jeunes sont dans des situations un peu désespérées. Ils n'ont pas de repères. Ils n'ont plus de modèle, ni traditionnel, ni même européen. Alors, c'est là une situation extrêmement grave. J'estime que nous peinons pour nos enfants. Ils n'ont plus leur tradition. Nos ancêtres étaient peut-être des Gaulois, mais il faut faire attention que ce n'est plus ça. Vous voulez que les jeunes vous prennent pour un modèle? Non, je parle, ils n'ont plus de modèle de vie. Oui. Et ils sont désespérés. Les jeunes regardent ce que vous faites. Hein. Il n'y a pas que moi. Chacun est là. Mais est-ce que nous leur donnons l'exemple qu'il faut? Ils font aussi attention aux apparences. Mais je crois que la plupart regardent surtout les femmes. Alors comme les philosophes ne sont pas habituellement les femmes, ça ne plaît pas à tous les jeunes. Oui. Nous allons nous asseoir. Pour ça, qu'est-ce qui a fait que le philosophe soit plus connu comme historien? Eh bien, c'est tout simplement l'aventure locale de préparer le Festival des Arts Nègres de Dakar en 1966. Il fallait, comme on dit chez les exégètes, trouver le 6 Imleben. C'est-à-dire 6 Imleben, ça veut dire la situation existentielle d'un objet. Son site existentiel, comment il a vécu. Bon, tu as un masque, il sort d'où? Il a été fait par quelle tribu? Pour quelle raison? Il faut donc connaître son histoire. Voilà. Et c'est comme ça que vous avez commencé à vous intéresser voilà, à l'histoire de Yaoundé notamment. À l'histoire de Yaoundé en particulier parce que là, un autre problème s'est posé. Il s'agissait de savoir d'où venaient même les tribus. Parce qu'il y avait le problème des halogènes. Alors moi j'ai trouvé ce problème très amusant pour la bonne raison que les halogènes c'est qui? Une capitale est pour tout le monde. Alors finalement j'ai pu démontrer que les pygmées étaient là avant. Bon. Ça veut dire que nous sommes tous un peu halogènes. Mais bien sûr, il faut que les gens comprennent ça. Ceux qui font les tribalistes, les Mboum étaient là avant. Alors, les Bétis, ils venaient d'où? De la Sanaga. Ils sont tous les Mvo au Somnanga. Ils n'étaient donc pas là. Ils sont venus des grands lacs, ils sont remontés vers Al-Ghazal, et puis ils sont redescendus, les uns à la route de l'or vers du nord, et les autres à la route du sel vers le sud jusqu'à l'Atlantique. Ils se sont égarés, ils ont traversé l'Oyam. Ils venaient donc tous de l'au-delà. On les appelle même les Transosananguiens, Mvorosomna. Bon, la conclusion que dans le groupe Kuala, il y a un petit groupe qu'on appelle là les Ewondo. Alors, parmi ces Ewondo, vous avez
vos Tsumba là. Avec l'Invogada, l'Invogatemenge, l'Invogbetsi. Non, alors ceux-là se sont installés les premiers, mais l'Invogatanambal n'étaient pas là, ils sont restés accrochés quelque part en Goulmokon. Ils sont donc quoi? Halogènes par rapport à l'Invogatsumba, mais pourtant ils sont de là, non? Bon, maintenant l'Invoga et Somdana et l'Invoga Forat sont à la périphérie. Non, il faut faire comprendre à ces gens qu'on occupait les lieux progressivement au fur et à mesure qu'il y avait les migrations. Ensemble, c'est l'humanité. Marchons donc en fraternité. C'est l'humanité. Marchons donc en fraternité. C'est l'humanité. En fraternité. Au foyer du feu et l'unité. Au foyer du feu et l'humanité. Humaine. Tous nous sommes fils de terre. Rien de l'homme qui nous soit étranger. C'est l'humanité. Marchons donc en fraternité. Quand on a commencé à vouloir se réunir pour la cause locale, les gens du Gabon étaient vichistes. Et on avait décidé en 1943 d'aller réduire les vichistes. Et on a creusé la route qui est là, la route de Mbalmaï, vers Ebolova, pour aller batailler à Mitik. Il faut relire les mémoires du général de Gaulle, pour réduire les vichistes. Et c'est à cette occasion-là qu'on a mis donc la deuxième croix de Lorraine. Il n'y en a pas d'autre dans le reste de l'Afrique. Elle est à Ebolova. Et nous souhaitons donc que durant le colloque, c'est la deuxième chose qu'on vous demande, nous aider à illuminer ici. Ça peut être formidable comme une tour Eiffel. Rien que les illuminations. Le reste des Camerounais n'ont qu'à le faire. Ça c'est pour le président Chirac. Et deuxièmement, que vous nous aidiez sur ce plan-là à inviter tous les Français. Vous invitez tous les Français qui sont à Yaoundé, pour qu'ils sachent cette belle histoire que nous avons vécue entre gaullistes contre Michel. Vous tenez ce genre de réunion à quelle fréquence? Non, c'est tous les mercredis en principe, sauf quand il arrive. Et de quoi débattez-vous? On débat de deux choses. La première, que il n'est pas possible qu'un monument comme celui-ci, qui n'est peut-être pas comme le monument de la Tour Eiffel, celle-ci a tous les motifs artistiques de toute l'Afrique. Elle a été faite par le révérend Père Mvin, qui a conçu en forme de jeton d'habillage, tout aussi bien le pourtour que tous les motifs que vous voyez là. Et les jetons d'habillage, il appelait cela, avec raison d'ailleurs, l'encyclopédie en images. Donc c'était notre PMUC africain. On jouait le sort, le destin. Malheureusement, si vous vous faisiez attraper, on arrêtait votre femme et votre fille jusqu'à ce que vous ayez payé le destin, vous a frappé. Et qui a dessiné le monument? Alors, les acteurs du monument, on va les voir là, si vous voulez tout de suite, là après. Vous avez, vous permettez... On va le faire tout à l'heure. Donc, vous avez trois entreprises. L'entreprise Etouba, de la Leki. Oui. Ensuite, l'architecte Salomon, il devait être du Maroc. Je n'ai jamais pu le retrouver. Et enfin, les ateliers d'art nègre du révérend Père Mvin, le grand jésuite qui est mort. Et quel a été le rôle de Gédéon Pando? Alors, Gédéon Pando n'a fait que la grande statue qui était à l'entrée. Et vous faites bien de poser la question, parce que à l'entrée, c'est le Cameroun et nos ancêtres. Il a tout à fait l'air d'un Charlemagne chenu, qui présente nos ancêtres, pas forcément les Gaulois cette fois-là, mais nos ancêtres du Cameroun. Il porte les provinces du Cameroun sur son dos et sur son cou. À l'époque, le monument attendez, parce qu'il y a un danger. Oui. Vous voyez 5 bambins qui représentent 5 monuments. C'est qu'à l'époque, la statue a été faite par Gédéon Pando entre 1966 et 1972. Ça, c'est très important. En un seul grand bloc qu'il était en train de casser au ciseau tous les matins. Et comme il a vu qu'artistiquement, il lui fallait 5. Alors qu'il y avait 7 provinces, il a donc gardé 5. Maintenant, si vous multipliez 5 par 2, vous avez les 10 provinces actuelles. Donc, c'est les 10 provinces du Cameroun. Et l'ancêtre monte le drapeau. Non, pas du tout le drapeau, le flambeau de la tradition. Au nom de 2 proverbes africains très importants, que je suis tenu de citer parce que je suis appelé tout philosophe africain. Le premier proverbe,
C'est pour détruire l'idée de quelques-uns qui croient que c'est la gérontocratie, c'est-à-dire des gens qui veulent s'accrocher au pouvoir sans donner la place aux jeunes. Les universitaires se tombent. Gédéon Pando a eu l'idée suivante. Un jeune homme va de l'avant tout en regardant en arrière. C'est de vous, ça, non? Un proverbe de l'Ouest Cameroun. Oui. Jeune homme va de l'avant, nous montrerons devant, tout en regardant en arrière. On ne peut pas mieux dire pour dire renouer les traditions à la modernisation. Et le deuxième proverbe est beaucoup plus intéressant. Il vient de la savane de Guinée, là où il y a des vastes espaces. On y dit cette chose extraordinaire. Tu as beau te lever tôt, la route t'a déjà précédé. Tu as beau te lever tôt, la route t'a déjà précédé. Et voilà ce que cela signifie. Et pour terminer, répondre à votre question de tout à l'heure, quand vous irez à la crypte, vous ne verrez plus la statue, mais un seul grand poteau unique, qui soutient toute la crypte avec 38 ramifications, qui symbolise les tribus camerounaises. On a dit qu'on en avait 230, c'est trop. Lui, il voit 38, c'est trop encore. Nous avons des colloques ici qui vont nous montrer le véritable nombre de nos grandes ethnies. Ça ne dépasse pas 10. Et la forme du monument, qui l'a déterminé? Je termine justement. La forme en spirale. En bas, c'est l'unité et l'intégration avant le temps que vous trouverez avec le pilier unique, comme la statue unique. Alors, quant au bâtiment en spirale, ce sont ces maîtres d'œuvre dont je viens de parler, le Père Vin, l'architecte Salomon, qui ont surtout conçu cela. Ça tourne en spirale pour aller jusqu'au ciel. Ça évoque un peu la forme du serpent Gammelza de la traversée du Yom. Quand vous montez au sommet, là, vous voyez tout Yaoundé à vos pieds. Et à l'horizon, il y a la Sanaga. Or, c'est de la Sanaga que toutes ces tribus sont venues, vers 1845. Et ça évoque un peu la forme du serpent, mais qui perce les nues. Est-ce que toutes les tribus du Cameroun se reconnaissent dans ce monument? Elles ne se reconnaissent pas parce que les trois quarts des responsables, comme vous, ne connaissent même pas ce monument. Alors quand ils viennent ici, ils retrouvent dans la crypte toute la vie traditionnelle de tout le Cameroun, depuis la sorcellerie nocturne, en passant par la chasse, comme vous verrez tout à l'heure dans les panneaux, les mosaïques, en passant par l'école sous l'arbre, jusqu'à ce qu'on appelait hier, je l'ai dit à quelqu'un, regardez bien cela, jusqu'à ce qu'on appelle manger ensemble. Tout est là en bas, toute la vie camerounaise est là. C'est là que tous les Camerounais peuvent se retrouver. Dans Alors, ces vous avez images. écrit quelque part que c'est aussi la bague de mariage entre les deux Camerouns. Je n'ai pas seulement écrit, j'ai gueulé, j'ai crié et je continue à vociférer que nos chers députés, je leur souhaite simplement beaucoup de bénédictions pour leur longue députation, n'ont plus le droit de passer ici, car l'Assemblée nationale est juste à côté. 2 pas. Ils n'ont plus le droit de passer devant cet endroit. Sans s'arrêter. Sans s'arrêter parce que ce monument, c'est comme la bague de mariage entre Yaoundé et Boya, entre les anglophones et les francophones. Et ça va plus loin, entre la francophonie et le Commonwealth. Entre la francophonie de 1970 à Niamey et le Commonwealth de 1995. Donc ce monument est extraordinaire, et touristiquement. Et vous avez aussi dit que c'est un héritage de Sarajevo. Ah. En quoi est-il un héritage de Alors Sarajevo? ça c'est le plus mauvais, je remercie Madame d'être là de l'ambassade de France. Nous avons reçu l'autre jour une amie française, mais tchèque en plus. Et elle m'a dit qu'elle n'est pas coupable de ce qui s'est passé à Sarajevo. Elle a dit Sarajevo. Sarajevo, c'est en Albanie actuellement. Eh bien, en 1914, et je rappelle que c'est une des colères que le vieux philosophe de 75 ans que je suis a en ce moment. Nous ne connaissons pas l'histoire de ce pays. Elle est complètement résumée dans ce monument. 1914, je le dis schématiquement. Allez revoir vos manuels à partir de ce soir. 1914, l'archiduc d'Autriche, François Ferdinand, est abattu par un étudiant. Les étudiants sont toujours dangereux. L'étudiant s'appelait Principe. Et avec sa femme, ils sont abattus à Sarajevo. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, même dernièrement, le monde entier veut s'enflammer. Alors, ils sont battus là. Ils sont assassinés par ces étudiants. Et la conséquence est que l'Allemagne étant ici, l'Albanie, c'est allié à la Russie à la Pologne à la France à la Belgique à l'Angleterre qui défendait la mer, l'Angleterre
aux États-Unis. Et tous ces gens-là contre l'Allemagne, l'Autriche et la Turquie. Il n'est resté de neutre que l'Espagne. C'est toute l'histoire de la Première Guerre. C'est toute notre histoire qui est là. Alors, pendant que la guerre avait été déclarée en France, madame, les 2 et 3 août en Angleterre, on s'est tué déjà au Cameroun les 5 et 6 août. Et le Cameroun avait à ce moment-là, allemand, il avait 750 000 kilomètres carrés. Et il avait une longue queue, un bec de canard que tout le monde connaît, qu'on allongeait, raccourcissait, mais aussi une longue queue que j'appelle queue de singe, parce que ce n'est pas dans les manuels. Une longue queue qui arrivait jusqu'au au Congo, par où les Allemands faisaient passer le bois jusqu'à l'Atlantique. On revient au Cameroun. Alors, c'est là qu'on mourait déjà, oui. Les 5 et 6 août, alors qu'en France, c'était encore la drôle de guerre. Pourquoi? C'est parce que les Belges, les Français, les Anglais étaient les alliés contre l'Allemagne et ils ont foncé sur Yaoundé pour chasser les Allemands de Yaoundé parce que Yaoundé était la plaque tournante du Mittel Africa des Allemands. Les Allemands avaient le Togo, le sud-ouest africain et le Tanganyika, ils voulaient traverser par un chemin de fer pour rejoindre là-bas. Donc, il fallait chasser les Allemands. Donc, tous les alliés ont foncé sur Yaoundé, d'où l'importance de Yaoundé. Le 1er janvier 1916, les Français du général Émeric n'étaient pas encore arrivés à Yaoundé. Mais les Anglais du général Dobell étaient les premiers à Yaoundé, qui s'appelait Ongola, la clôture. Et le drapeau britannique était là. Les Français sont arrivés 7 jours plus tard avec le général Émeric. Et quand ils sont arrivés, les Anglais leur ont dit: qu'est-ce que vous faites? Voilà le drapeau britannique, allez vous débrouiller ailleurs. Et ils sont partis se débrouiller au vieux palais de Charles-Atanganansama à Efoulan. Que nous allons visiter. Oui, et à la mission catholique de Père par le temps. Yaoundé était donc coupé en deux. Anglais du côté de ce Dongola et français de l'autre côté, à partir de l'ambassade de France. Vous êtes déjà français depuis 1900 là. Bah alors, mais l'autre côté était anglais. Et le 4 mars 1916, à Douala, comme c'est très important cette parenthèse, on a pris une carte Moïsel, on a coupé au ciseau. Je regrette le révérend Père Vané Pala qui a donné la première histoire du Cameroun. Moi, je ne suis pas historien. Mais on a coupé au ciseau, donc elle a pris la petite partie mince. Là où se trouve Bakassi et tout ça, les éveilla maintenant. Et Émeric s'est réjoui de prendre tout le reste qui était vide avec des singes et des gorilles, mais qui était plus intéressant. C'était le 4 mars 1916. Ils ont coupé le Cameroun comme ça en deux. Et c'est cette ratification qui va se faire le 19 juin 1919 à Versailles. Nous sommes donc coupés en deux, d'où Oumniobé et John Goufonsa qui veulent réunir 1948. les deux. Alors, toutes les bagarres que nous connaissons arrivent, ils aimaient tous les mêmes femmes, chacun avec des moyens différents. Finalement, comme en politique, il n'y a pas d'amis permanents. Il n'y a pas d'ennemis permanents. Non plus. Il n'y a que des intérêts permanents. Dès que Oumniobé est mort en 1958, Amadou Ayijo a repris le vieux plan d'Oumniobé avec John Goufonsa. Et c'est comme ça qu'entre 1966, je schématise, et 1972, ils ont créé ce monument de la réunification. Donc, l'unité était de façon... C'est le prolongement de ce qui est symbolisé. Voilà. Donc, l'intégration se fait d'ici avant la lettre. Dès 1970-72, mais on n'en était pas conscient. D'où l'importance du pilier unique qui est en bas, l'importance de la statue que vous avez vue là. Donc, en résumé, cet endroit a une particularité. Si jamais quelqu'un voulait faire ceci, il faut dire que c'est un monument d'abord politique. Il n'a même pas été prévu qu'on puisse aller manger là-dedans. C'est comme une mosquée où l'on se promène, on voit de belles choses. On ne doit même pas aller dans le petit coin, ce n'est pas prévu. Vous êtes des anges dans le paradis ici. Que reste-t-il de sa dimension culturelle? Eh bien, sa dimension culturelle, la voici, je ne vous le ferai pas dire. Il reste que les Camerounais sont devenus matérialistes, qui ne connaissent même plus l'art de leurs ancêtres. Et que je leur souhaite de ne pas toujours aller rien qu'à la Tour Eiffel de Paris, où l'on a des cartes postales à vendre, où les amoureux de la Tour Eiffel se rencontrent, où il y a des mariages. Tout cela, nous essayons de le relancer maintenant parce que nous n'avons pas fait attention au vieux proverbe camerounais qui dit: c'est l'homme lui-même qui appelle sa sacoche une pauvre sacoche. Nous méprisons nos véritables valeurs pour avoir mis le temps à mimer l'extérieur. Donc, disons crûment
Il est temps que les Camerounais reprennent leurs valeurs endogènes et que ce monument devienne la tour Eiffel, petite tour Eiffel yaoundéenne. Et c'est ici que le sommet prend un peu corps aussi, le sommet Il devrait prendre corps ici. Mais d'abord le sommet de la réunification. Comme vous avez dit, francophonie. Le sommet camerounais avant le sommet France. Et ensuite, francophonie, Commonwealth, one. Mais si vous voulez maintenant, ce que vous appelez la France et le Cameroun, partez d'ici. Descendez devant la poste centrale de 1939. Vous verrez une croix de Lorraine. Oui. Cette croix de Lorraine, c'est le deuxième grand monument politique de cet endroit, de ce pays. Je suis très heureux que la CRTV nous amène à cet endroit. Un petit détail croustillant, il se trouve que, dès que je parle de Charles de Gaulle, il est né en 1889, au moment où on fondait Yaoundé. Hitler aussi est né la même date, en 1889. C'est extrêmement incurieux. Ce sont ces deux gens-là qui vont se croiser pour qu'on ait cette croix. Et pour commencer, que veut dire croix de Lorraine? La croix de Lorraine veut dire Hitler, que je viens d'appeler là, on l'appelait ici Zigla, avait ce qu'on appelle une croix de gamme, la croix gammée, qui était recroquevillée comme ça. Croix gammée, en wastika. Et c'est avec ça qu'il préférait, disait-il, détruire le bolchevisme, défendre la civilisation chrétienne de l'Occident, tout en étant hitlérien. Et alors, pour combattre l'hitlérisme qui était le plus grand racisme qu'on ait jamais vu, il faut savoir que Hitler, son vrai nom s'appelait non pas Hitler, mais Fürst Gruber. Fürst Gruber. Il était né d'une servante de ferme, apparemment juive, et qui avait cohabité avec un Allemand. Donc son vrai nom était Fürst Gruber. Et on lui a donné le nom de Hirtler. Et nous, à Fumban, un capitaine qui est parti visiter une joya enfant, il s'appelait aussi Hirtler. Et dans la transcription du nom Hirtler, on a sauté le R. Et c'est devenu Hitler. Ils trouvaient que c'était beau. Et les gens de ce nom l'appelaient Ziegler. Alors Hitler faisait du racisme, du nazisme, et De Gaulle a décidé d'aller contre ce racisme, ce nazisme, et il n'était pas le seul. Et voilà pourquoi, comme je dois aller vite, je vous dis simplement, qu'est-ce qui s'est passé? La France est ployée sous la botte hitlérienne. Paris est pris. Hitler a occupé tout jusqu'à Lyon. Vichy, c'est-à-dire Pétain, va se réfugier à Vichy. Le gouvernement français n'est plus qu'une espèce d'ombre. Hitler triomphe dans Paris. Comme en 1914, mais il n'avait pas réussi à dire « Nac Paris pour rien cette fois ». Il y a même un général qui devait faire sauter tout Paris. Un général allemand qui a refusé, il est mort. Donc Paris devait sauter. Et c'est pendant ce temps-là que le maréchal Pétain, qui était le maître du général de Gaulle, qui n'était pas encore général, a décidé d'aller faire l'alliance avec Hitler. Par la poignée de main de promontoire, comme connaissent tous les Français, ou comme ils devraient le connaître. On l'a traité de collaborateur. Et Hitler, triomphant dans Paris, à ce moment-là, Charles de Gaulle n'était que colonel et secrétaire d'État. Il a dit non, on l'a pris pour un rebelle. Et Pétain a déclaré que c'était un colonel en retraite et qu'il fallait poursuivre à mort. Il a donc pris la fuite à Londres après ce qui s'est passé à Dunkerque en 1940. Et finalement, c'est de Londres qu'il va lancer son fameux appel. La France n'est pas seule, il y a ses colonies. Et là-dessus, il va se heurter à Winston Churchill, lequel, comme tous les Français le savent,
Et ce sont des frères ennemis des Anglais depuis toujours, je le dis à haute voix, en tant que philosophe et en tant qu'historien. Jeanne d'Arc disait déjà, quand on l'a tué, est-ce que vous aimez les Anglais, lui disait-on. Elle disait, j'aime les Anglais, mais chez eux. J'aime les Anglais, mais chez eux. Et De Gaulle et Churchill ne s'entendaient jamais. Et quand Churchill disait, pourquoi t'appelles-tu la France? De Gaulle se disait, c'est moi la France, parce qu'il doit combattre Hitler. Et il disait, non, tu n'es pas la France, tu m'embêtes. De toutes les croix que j'ai jamais portées de toute ma vie, la plus lourde aurait été la croix de Lorraine. Dixit Churchill. Eh bien, la croix de Lorraine vient donc de Jeanne la Lorraine, qui était une Lorraine, qui a eu des voix, qui a entendu Sainte-Catherine et qui a chassé les Anglais de France, de la Bretagne à tuer chez les Bretons, en Grande-Bretagne. Et c'est elle qui avait la croix qu'on appelle la croix de Lorraine. Quand Charles Attanganet, j'étais petit, était rentré de France en 1935 et que Hitler envoyait déjà dire qu'il reviendra, et que les Allemands qui se trouvaient à Douala écrivaient un livre « Unser Kamerun », nous reprenons notre Cameroun. Hitler a envoyé dire à Charles Attanganet et à André Fouras, vous là, vous avez oublié l'Allemagne. Quand je reviendrai là-bas, je vais vous arrêter. Je vais écorcher vos peaux de singe. Je vais en faire les semelles de mes souliers allemands. Ça s'est passé à Efoulan. Quand toute la population a entendu ça en 1939, on a dit Abba Zigla. Et c'est à partir de ce moment-là que Charles Attanganet dit on va rallier la mère France-patrie. La France, mère, patrie. Il ne connaissait pas encore De Gaulle. Il va arriver donc tout d'un coup qu'en 1940, le 26 août, allez à Douala, vous venez à venue le 26-27 août. 26 août au soir, un certain capitaine, retenez bien cela, mes enfants, à qui on n'apprend pas ça dans vos écoles. Vous allez en terminale, vous terminez même quoi? Eh bien, retenez donc le 26 août 1940, une petite pirogue de Douala, de pêcheurs Douala, allez à Bonanjo, vous voyez encore la grande fresque qui rappelle ça, reçoit un certain monsieur, on dira plus tard Leclerc et ses compagnons. Ce monsieur s'appelait Philippe de Haute-Cloque. Il venait blessé d'Indochine. Alors il a fait des accords secrets et ils ont chassé le gouverneur de l'époque qui s'appelait Bruno. Et ce gouverneur étant gouverneur, un capitaine ne pouvant pas arrêter un capitaine, le capitaine s'est donné à lui-même le nom de colonel Leclerc. Et c'est dit dans les mémoires du général de Gaulle, tome 1, le lendemain 27 août, après avoir arrêté Vichy, il a envoyé un télégramme à Londres et de Gaulle a répondu, Jawohl, il a dit en français, bien sûr, tu deviens colonel Leclerc. Et voilà comment, dit de Gaulle, s'est passé le coup d'état de Douala. Le lieutenant, le capitaine Philippe de Haute-Cloque, du jour au lendemain, est devenu, comme par enchantement et sans douleur, commandant militaire de Yaoundé, commandant militaire du Cameroun. Et ça s'est fait le 27 août. Tous les racistes de l'époque et qui suivaient Hitler n'ont pas compris que la France, mère patrie, a été adoptée par le Cameroun, d'où la croix de Lorraine, qui a été plantée en 1942. Et en 1943, une deuxième croix de Lorraine sera plantée à Ebolova. Pourquoi Ebolova? C'est parce que les gens du Gabon étaient vichistes. Et on a donc rassemblé tous les Camerounais qui voulaient soi-disant être volontaires. Un gars de l'allée qu'on a forcé, volontaire forcé, s'est même coupé le bras ici, il dit vous voulez m'emporter, prenez-moi donc maintenant. C'est pour vous dire qu'ils étaient des volontaires forcés. Mais un Simon-Pierre Tsungi, il était volontaire. Un monsieur Fouampo, l'ancien maire, ils étaient des volontaires, quelques anciens combattants. Ils sont donc partis combattre les vichistes au Gabon. Et c'est à cette occasion-là qu'on a donc planté la deuxième croix de Lorraine qui se trouve à Ebolova. En résumé, la France libre, la France combattante est venue naître au Cameroun entre 1940 et 1943
Et pour terminer, pour ceux qui aiment l'économie, nous parlons la fondée comme d'économie culturelle. La culture rapporte. Retenez, si vos professeurs ne vous l'apprennent pas, qu'ils aillent lire dans les documents de l'époque. J'ai mes propres documents qui viennent les consulter. Entre 1943 et 1949, le Cameroun avait son propre argent à l'effigie de la croix de Lorraine. Et cet argent venait de notre ordre Betaroya. Cet ordre Betaroya avait été pris, envoyé à Bamako par le général de Gaulle, et on fabriquait cet argent camerounais à Londres et à Douala. On a encore les traces. Conclusion, la France libre est née chez nous. Le Cameroun n'a jamais été colonie de personne. Sachons profiter de ce privilège inouï. Et quand la France vient chez nous, et quand nous recevons la France, c'est notre histoire commune. Et on a demandé l'indépendance. La France étant libre, elle devait nous libérer. Ça a été un peu dur. Mais on a eu l'autonomie en 1957 avec André-Marie Mbila à cause de ça. On a eu l'indépendance à cause de ça. Et la France sait qu'elle est devenue France libre, d'abord à Douala et à Yaoundé, les 26 et 27 août 1940. Et le témoignage, ce sont les croix de Lorraine, de Yaoundé et de Bolova. Mais la racine, la France mère patrie, c'est Checha la Tangansama, le bicam d'alliance des Foulans. Charles Atangana, disait le père Vin, est l'alpha et l'oméga de tout le Cameroun. Et comme il était révérend père jésuite, je lui avais fait remarquer que ça ne se dit que dans l'Apocalypse. L'alpha, ça veut dire le commencement, et l'oméga, ça veut dire la fin. En fait, il exagérait un peu, mais il n'exagérait pas tellement. Parce que Charles Atangana était né vers 1883. Alors, il va mourir en 1943. Si vous comptez bien, ça fait exactement 60 ans. Et c'est pendant ces 60 ans que tout Yaoundé va grandir, jusqu'à l'épopée de Leclerc et du général de Gaulle. Donc, il couvre toute la période de l'histoire de Yaoundé, naissant, grandissant, jusqu'à ce que nous allons saluer aujourd'hui, l'amitié entre la France et le Cameroun. Il va écrire une lettre audacieuse en 1919 à la conférence de Versailles. Imaginez ça, 1919. Il écrit « Paix, progrès, paix, progrès, patrie ». Presque la devise qu'on va adopter plus tard ici. Il demande aux alliés de comprendre que le Cameroun produit tout, que le Cameroun a du manioc, a du cacao, c'est pourquoi il avait appris l'agriculture de palmier à huile, qu'on doit laisser le Cameroun tranquille, qu'il doit rentrer chez lui avec ses enfants. Il est le chef des Camerounais. Il s'est intitulé comme ça et il a écrit ce pamphlet contre les gens de la conférence de Versailles. Clémenceau s'est fâché, il l'a fait arrêter, je vais rapidement, il l'a fait juger comme traître à la France. Et ça se passe à Douala en 1919-1920. Et écoutez deux petits détails sur lesquels je vais terminer. En 1920, tâchez toujours d'avoir des jolies filles. Charles Atangana va réussir à faire rentrer Catherine Gwanongola et par la reine d'Angleterre et par le roi d'Espagne, Alphonse XII, qui l'Espagne était neutre. Et Catherine Gwanongola va rejoindre son père prisonnier et qui était jugé à Douala. Écoutez le jugement. Charles Atangana, tu as trahi, ce sont les Alsaciens qui le jugent. Charles Atangana, tu as trahi la France. Alors il dit, comment j'ai trahi la France? Mais tu as laissé les Allemands s'échapper, non? Et il dit,
Si les Français avaient été mes maîtres et mes éducateurs, je les aurais traités comme j'ai traité les Allemands. La réponse était tellement belle qu'on a voulu le condamner à mort et sa fille s'est mise à pleurer très bellement en allemand. Mein Vater hat nicht geschult, mein Vater hat nicht gemacht. Comme elle pleurait bien Ngorongola en allemand, au lieu de tuer son père, on l'a condamné seulement à un exil d'un an à Tchang. Et c'est là qu'il a fabriqué la route Tchang-Yaoundé. Et c'est un retour qui va être réintronisé, le chef supérieur des Ewondo, en 1922 par le gouverneur Carr. Et c'est à partir de là qu'il va partir très rapidement. Il ira en France en 1935 à la conférence impériale économique métropolitaine de 1935. Les étudiants vont l'attaquer là-bas. Il va leur dire, chaque jour à son temps, si Dieu nous a demandé d'attendre, nous devons encore être à l'école du blanc. Nous ne pouvons pas encore nous gouverner sans tribalisme. Eh oui, voyez clair, 1935. Et finalement, il a dit aux étudiants, la Providence a ses jours. Mais préparons-nous, nous gouvernerons ce pays après. Mettons-nous d'abord à l'école du blanc. Et c'est comme ça qu'en 1935, il va être invité à Paris. Il sera reçu à l'Olympia avec son frère et son nom. Ils étaient beaux comme des dieux. C'est comme ça qu'ils étaient habillés. Et quand ils sont rentrés, on les a reçus comme des chefs d'État à Yaoundé. J'ai vu cela de mes yeux en 1935. Et enfin, il y a une dimension de charlatan que je ne dois pas oublier. Il va voir le pape à Rome. Il a donc été en Allemagne. Il a été en Espagne. Il a été en France. Il a été à Rome. Il s'appellera donc le connu des nations. Voilà. Et parmi ces gens-là qui l'ont aidé à se faire connaître, les missionnaires ont joué un rôle extraordinaire. Il était grand chrétien, grand laïc. Il va épouser sa deuxième femme, Marie Bélois étant morte avant. Il va épouser la maman de la princesse actuelle, Marie-Thérèse Asiga. Julienne Ngona, il va l'épouser en 1940. Et ils auront 2 enfants. Le premier qui est mort précocement, René. Et maintenant, il ne reste que la fille qui est la princesse que vous connaissez, Marie-Thérèse Asiga. Et c'est grâce au fait que Charles Attana était en même temps missionnaire laïque. Il empêchait partout que les protestants changent quelque chose aux catholiques. Et lui, il demandait à Monseigneur Vogt, qui était son grand ami, de lui dire comment empêcher l'islam d'entrer au sud. Il était donc dans le fanatisme de l'époque. Donc, il faut le comprendre, un très grand catholique, officiellement monogame, marié 2 fois successivement. Et je crois que cet homme-là est vraiment l'alpha et l'oméga du Cameroun. Il va mourir en 1943. Il est enterré en Volier. Il n'a pas voulu se faire enterrer chez lui. Il s'est fait enterrer entre Monseigneur Vogt et Monseigneur Jeté. Mais le dernier mot, en 1943, il se trouve avec celui qui s'est fait colonel Leclerc. Et il dit à Douala, nous autres Camerounais, nous devons nous sacrifier pour la France, notre mère patrie. C'est le dernier mot autographe que j'ai pris. Il dit donnons tout à la France, c'est notre mère patrie. Il parlait exactement comme les sauve-prises de l'époque. Et voilà pourquoi l'arbre d'alliance Mbikam, ne l'oubliez pas, est la première alliance avec la France. Ça se trouve, cet arbre à Efoulan, Mbikam veut dire l'arbre qui attrape des petits fourmis là et qui grandit aussi lentement que l'amitié. Une amitié qui va trop rapidement n'est pas sérieuse.